Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne Gérard, directrice de la rédaction d'AEF Info. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire consacré aujourd'hui au bien-être au travail et au télétravail. C'est le lot de beaucoup d'entre nous ces derniers mois, probablement encore pour quelques temps malheureusement, et surtout je pense aux 16 départements à nouveau confinés. Merci aux internautes d'être là. Merci évidemment aux intervenants d'avoir accepté de participer à cet échange. Je vais vous présenter. Donc, Manuel Cunon de Lara, vous êtes président de l'Université de Bordeaux et président de la CPU depuis décembre dernier. Bonjour. Bonjour. Sébastien Lajoux, vous êtes directeur général adjoint délégué aux ressources humaines de l'Université de Lorraine. Bonjour. Bonjour. Ségolène Journoux, vous êtes responsable du département élaboration des solutions de transfert à l'ANACT, qui est donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Vous êtes à Lyon. Bonjour à vous, merci d'être là aussi. Bonjour à tout le monde. Sébastien Franck, vous êtes aussi à Lyon et aussi à l'ANACT. Vous êtes chargé de mission et vous avez notamment travaillé avec des établissements d'enseignement supérieur. Bonjour aussi. Bonjour. Et enfin, Cyril Garnier, vous êtes vice-président de la FNCAS, qui est la fédération professionnelle qui sensibilise, accompagne les établissements sur les questions de RSE. Et vous êtes à Valenciennes. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, on n'est pas tous confinés aujourd'hui, mais bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Donc, on a 1h15 devant nous. Alors, ça va passer vite. Je vais passer la parole, avant de passer la parole à Juliette Plouzeau, qui animera le débat et qui est journaliste à l'AEF. Juste un tout petit mot pour le contexte de ce webinaire, car nous en organisons un par mois depuis janvier sur le thème des tendances que nous avons identifiées dans notre 3e édition des cahiers de tendances de l'ESRI, qu'on a publié donc en janvier dernier. Et donc, on s'est appuyé sur un concept importé du monde de la mode. On le réutilise pour montrer un peu les 10 grandes tendances ou transformations qui devrait marquer le secteur dans les années à venir. On vous enverra le lien, si vous voulez le consulter, dans un mail que vous recevrez après le webinaire. Et donc, évidemment, cette édition 2021 est essentiellement consacrée aux effets de la crise. Et donc, l'une de ces tendances est dédiée à cette question du bien-être au travail ou au télétravail, qu'on a intitulé comme le titre de notre webinaire, puisque les confinements successifs ont évidemment bouleversé les organisations du travail, les questions de management, mis de nouveaux débats, de nouveaux défis sur la table. Et d'ailleurs, je signale que notre première édition des cahiers de tendance en 2018 avait déjà identifié ce sujet de la qualité de vie, de la QVT, puisque c'est un joli acronyme. Et on l'avait abordé en 2018 déjà. Il y avait quelques établissements, pas très nombreux encore à l'époque, qui avaient pris le sujet à bras-le-corps. Et c'est à cette occasion qu'on a lancé le baromètre avec la FNCAS, un baromètre du bien-être au travail. C'est Joël Guervenou qui va nous présenter tout de suite les résultats de cette édition, qui a remporté un certain succès, parce qu'on a eu plus de 3000 réponses. Et pour juste un petit mot pour les participants, vous pouvez réagir et poser des questions dans l'onglet questions à droite de l'image. J'essaierai de relayer tous vos commentaires, enfin pas tous, parce qu'en général c'est assez un sacré défi, mais en tout cas de relayer vos commentaires et questions pendant le débat. Et il y a un petit outil pour populariser un commentaire et une question, c'est la petite flèche qui se trouve à côté, ça permet de les faire remonter et de ne pas redire plusieurs fois la même chose. Voilà, je laisse la parole à Joël pour les résultats du baromètre et Juliette enchaînera sur le débat. Et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Joël, c'est à vous. Merci Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais donc vous présenter une rapide analyse des résultats du 3e baromètre bien-être au travail dans des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, en vous rappelant tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'une étude statistique lourde, mais d'une sorte d'instantané révélateur du ressenti des personnels et des étudiants quant à l'ambiance et aux conditions de leur travail ou études. Donc en très grande ligne, on va revenir en arrière. Voilà. En très grande ligne, une très forte augmentation du nombre de répondants avec 3269 réponses exploitables, soit 4 fois plus qu'en 2019, une forte participation étudiante puisqu'elle représente exactement 50% du total des répondants, et donc un réel besoin d'expression constaté. Alors vous avez pu prendre connaissance ce matin des résultats globaux dans la dépêche d'Anna Lutsky. Nous allons nous focaliser ici uniquement sur la population personnelle, d'où des chiffres qui peuvent différer bien sûr.
Alors, parmi les chiffres que vous découvrez, notons la forte participation des personnels BIATS qui score à 43%, ainsi qu'une très forte application des écoles avec 58% des réponses, contre encore seulement, je dirais, 33% pour les universités. Si je fais une vision très générale des résultats du baromètre, hormis une évolution naturelle des réponses autour de la notion de télétravail, nous constatons une stabilité dans les chiffres qui confirme les tendances générales observées depuis la première édition du baromètre. On peut donc retenir que la majorité des personnels des établissements et organismes estiment bien vivre leur travail, qualité du travail reconnue, perspective de progression professionnelle, possibilité d'accroître les compétences, avis pris en compte par la hiérarchie, relations de travail agréables, soutien entre collègues. Maintenant, si nous y regardons de plus près, la situation n'est pas forcément si idéale. Donc, si je regroupe dans un premier temps, sous un aspect que je qualifierais de reconnaissance, les questions 1, 2, 3 et 4, nous voyons que 67% des répondants estiment une reconnaissance de la qualité de leur travail, une nette progression, notamment dans les universités, et les observations précédentes confortées. Il reste qu'un répondant sur 3 ne voit pas de reconnaissance de son travail. Le sentiment d'avoir des possibilités d'évolution professionnelle au sein de son établissement ou organisme décroît à 48% d'opinions favorables, moins 8 points, avec un équilibre entre les d'accord et pas d'accord. Pour moi, deux façons de voir les choses, la coupe à moitié vide ou la coupe à moitié pleine. La proportion de non concernés reste stable à 6%, pouvant pointer un arrêt dans le déroulé de carrière. La possibilité offerte d'accroître les compétences est en légère progression de 3 points, avec 74% de réponses positives. On peut voir là l'investissement des établissements organismes en matière de formation continue de leur personnel. Enfin, même si nous observons une progression de 6 points avec 69% de satisfaits, il reste qu'une personne sur 3 estime ne pas pouvoir participer aux prises de décision dans son travail. Toutefois, à nouveau, la tendance semble à l'amélioration puisque la proportion de pas d'accord continue de baisser, tandis que la proportion de tout à fait d'accord est toujours en hausse. Autour d'un aspect qualité de vie au travail, donc questions 5, 6, 7, 8 et 10 du questionnaire. Le sentiment de bonne relation de travail continue à prédominer largement avec 77% de réponses positives, plus 3 points, mais à l'opposé, une personne sur 5 n'affiche pas ce sentiment. Logiquement corrélé avec ce qui précède, le soutien entre collègues est largement plébiscité à 81% et continue de croître, plus 3 points. Ici encore, à l'opposé, nous ne pouvons pas occulter qu'une personne sur 5 semble isolée. Malgré une inversion de tendance par rapport aux années précédentes, mais qui reste à confirmer, encore près de 1 personnel sur 2 avoue une difficulté à assumer sa charge de travail. Fait inquiétant car il s'agit d'un indicateur d'alerte de risques psychosociaux. Un autre constat très alarmant, près de 4 répondants sur 10 considèrent que leurs conditions de travail présentent un risque pour leur santé physique et ou mentale, ce qui est en tout point similaire aux observations des années précédentes. Du côté de la conciliation des temps, une nette progression se fait jour avec 60% d'opinions favorables contre 50% précédemment, peut-être une influence du travail à domicile. Enfin, sur un aspect travail à distance, questions 9 et 12. Bon, de toute évidence, relativement au télétravail, les scores ont explosé avec 80% de réponses globalement d'accord. Les réponses recensées en 2019 montraient déjà l'effet positif des décrets sur le télétravail, 45% d'opinions positives en 2019 contre 25 seulement en 2018. La crise n'a fait qu'amplifier la tendance. Toutefois, le télétravail nous étant imposé comme étant la règle, un score plus élevé aurait pu être attendu. À la question d'actualité sur l'accompagnement pendant la crise sanitaire, les personnels ont répondu positivement à 69%. Il reste malgré tout que tout corps, grade, statut confondu, près de 3 personnes sur 10 ne se sont pas sentis accompagnés. Pour conclure cette rapide présentation, je dirais que l'année 2020, qui a bouleversé les conditions de travail, fait la démonstration, s'il en était besoin, de l'importance du sujet bien-être au travail. Toutefois, la crise n'a fait que révéler un mal-être latent qui ne disparaîtra pas spontanément avec la fin de cette crise. Au bilan, j'ai choisi cette image. Une image pourrait être de dire qu'au sein d'un service ou d'une équipe de 10 personnes, 2 ne se sentent pas soutenus par leurs collègues, 5 avouent avoir du mal à assumer leur charge de travail et 4 sentent un risque pour leur santé physique ou mentale. Je vous remercie de votre attention et bon débat.
Merci Joël pour ce panorama et bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur le débat qu'on a choisi d'organiser en 3 parties. Tout d'abord, ce que la crise a révélé sur les thématiques qu'on vient d'aborder. Ensuite, les besoins des équipes, des managers, des établissements. Et enfin, les outils aujourd'hui qui sont à disposition des établissements pour essayer d'améliorer la situation. Manuel Tuyon-Lara, c'est vous qui avez l'honneur d'ouvrir le bal. La crise a-t-elle conduit à une prise de conscience sur ces sujets que sont la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ou encore bien sûr le télétravail? Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un réveil des gouvernances sur ces sujets? Merci d'abord pour votre invitation et l'organisation de ce webinaire. Écoutez, je pense que comme ça a été suggéré, mais ces données, je crois qu'on les a, ça révèle pour certains, mais ça n'est qu'un révélateur. On ne peut pas uniquement se réveiller aujourd'hui parce qu'il y a la crise et parce qu'il y a un basculement dans le télétravail, découvrir qu'il y avait de la souffrance au travail, des risques psychosociaux. Je dirais, moi, que depuis plusieurs années, on commence à utiliser le thermomètre, donc on peut prendre la température, et que là, on voit effectivement, au moment de la crise, qu'il y a une exacerbation. Et je pense que les situations sont très différentes en fonction du chemin parcouru par les établissements. Bon, moi, ce que je connais le moins mal, c'est mon établissement. Nous, on est, vous savez, une université qui avait fusionné, et donc on avait commencé à se préoccuper de ça au moment du dialogue social autour de la fusion. On avait fait des enquêtes parce qu'il y avait eu une bribe d'enquête avant, et donc il y avait eu quand même pas mal de souffrances au travail au moment de ces réorganisations qui sont importantes, et on avait commencé à faire ces enquêtes-là, donc en 2016, puis ensuite à élaborer un schéma directeur, etc. Et donc aujourd'hui, au moment de la crise, on a vu effectivement, on a pu voir ces indicateurs s'exacerber et qui sont retrouvés à l'international. Je regardais, vous avez un papier dans Nature il n'y a pas très longtemps qui reprend ça. Je crois que 75% des staffs là se trouvent en risque, disent qu'il y a un risque pour leur santé mentale au travail. Et sur 75% des femmes, 50% des hommes, toujours avec ces tendances, alors qu'on c'était autour de 30% en 2019. Donc ces exacerbations que vous démontrez, elles existent partout. On en prend conscience, oui. Après, les gouvernances s'en saisissent. Oui, nous, vous avez parlé de la CPU. C'est un sujet, effectivement, que l'on veut appréhender au niveau national pour que toutes les gouvernances puissent s'en saisir. De quelle manière, justement, la CPU peut s'emparer de ces sujets? Je pense notamment au travers de la commission des moyens. Comment elle peut s'y prendre? Alors, il y a différentes choses. D'abord, il y a un travail, effectivement, que fait déjà la commission des moyens, avec des problématiques qui sont discutées. On a une collaboration, là, notre équipe qui a été récemment élue. Moi, je tiens beaucoup à ce que, d'une manière générale, la responsabilité sociétale soit une mission que s'approprie pleinement l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, on a des échanges avec la FNCAS qui a fait déjà un gros boulot, qui est une forme de référence, avec qui on collabore. Et puis après, nous, on a le moyen de la formation quand même, parce que nous, quand les présidents ils arrivent, on propose des formations dans les différents domaines. Et ce domaine-là est un domaine peut-être sur lequel il faut un peu plus insister. Après, la CPU, elle est en lien avec les réseaux de DRH, de VPCA, et il y a effectivement une dynamique à impulser, mais très concrètement, on peut déjà délivrer une forme
d'information et de formation pour les présidents qui prennent les rênes d'un établissement. Donc c'est plus un sujet de seconde zone, si je puis dire. Non. Ah oui, non, ça peut pas être à partir du moment où quelques établissements ont commencé à regarder, se sont organisés ou même structurés. Moi, en 2018, moi j'ai une chargée de mission qui est en charge de la qualité de vie au travail. Donc, si je suis pas le seul, donc si ça existe, je pense que les autres établissements aussi sont de peu ou prou obligés de s'en préoccuper. Enfin, en tout cas, il faudrait qu'ils le soient. Sébastien Lajoux, est-ce qu'on peut noter une évolution entre le premier confinement et aujourd'hui? Je sais qu'on avait déjà eu l'occasion d'échanger à ce sujet. Vous utilisiez l'expression de croiser des chemins pour qualifier la période dans laquelle on se trouve actuellement. Alors, on ne vous entend pas, Sébastien Lajoux? Désolé, j'ai activé mon micro. Ça va aller mieux. Non, mais oui, cette métaphore, elle me paraît pertinente et je pense qu'elle paraît pertinente à beaucoup d'entre nous parce la plupart des difficultés en fait préexistaient à la crise, comme l'ont très bien dit les précédents intervenants. Cette dernière, elle a fait que les remettre en lumière. Et c'est pour ça que se repose dès lors, je pense avec acuité, alors les chemins à poursuivre, mais peut-être aussi, il faut être assez humble pour le dire, des chemins à défricher. Et je pense qu'un peu comme, voilà, pour filer encore la métaphore, on peut avoir comme GPS un peu la nécessaire transformation managériale, notamment de nos organisations. Si je veux faire un focus, ce qui m'a plus frappé au travers de cette crise sanitaire, je pense que c'est la porosité, voire même, je pense, l'intrication grandissante. Et les chiffres le montrent. Je pense que les chiffres qu'a cité le président du nom de la race sont sur la part des femmes, des hommes et leur ressenti. Cette intrication grandissante entre la sphère privée et la sphère professionnelle, dans le cadre des relations de travail, est très interpellante. Je pense que les différents confinements, déconfinements, couvre-feu, reconfinements ont été vécus par nous tous, tant objectivement qu'au niveau du ressenti, de manière très contrastée. Il est évident, je pense pour l'aborder un peu de manière caricaturale, que le vécu d'une mère seule avec un jeune enfant d'une grande métropole n'est pas forcément tout à fait le même que celui d'un célibataire sans enfant vivant à la campagne, tout comme celui d'un agent technique de catégorie C ne pouvant que travailler en présentiel n'est pas le même que celui d'un collègue enseignant pouvant enseigner très majoritairement à distance. Donc là, ce sont des grandes lignes, mais c'est vrai qu'on sent déjà derrière tout ça que cette intrication entre la sphère professionnelle et la sphère privée a engendré une multitude de ressentis, mais avec quand même toujours ce constat qu'on voit notre vie personnelle être de plus en plus, en cohabitation, voire en intrication avec cette vie professionnelle. Et je pense que plus profondément, cette crise souligne et même exacerbe les différences et les inégalités sociétales entre les collègues. Comme l'a mis en exergue notamment Madame le Défenseur des droits dans un rapport tout récent, sur différents aspects. La précarité, l'isolement social, la fracture numérique, les conditions d'habitat, la santé, le handicap, la charge de famille. Et bien entendu, ce constat renvoie ipso facto aux enjeux sociétaux qui sont liés, comme l'égalité femmes-hommes, l'accès aux nouvelles technologies, la lutte contre la précarité, ou bien la protection de la santé, ou bien le maintien dans l'emploi. D'où cette idée aussi de croiser des chemins. On a déjà fait des choses depuis le premier confinement, mais il reste beaucoup à faire. Il y a encore énormément de chantiers sur lesquels il faut avancer. Tout à fait. D'autant plus que je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est-à-dire que longtemps, le monde du travail, et particulièrement la fonction publique, a considéré beaucoup plus l'agent de manière uniforme comme le serviteur un peu de la chose publique que l'individu avec ses forces et ses faiblesses. Et ce, en raison un peu de la culture qu'on a un peu séculaire, de l'égalité de traitement, de la situation légale et réglementaire des fonctionnaires. Donc je pense que par conséquent, la difficulté, elle est tout autant au niveau des agents, comme on a pu le dire sur le ressenti, que managériale. Je pense que là, l'encadrant de proximité, il se trouve de plus en plus à devoir guider. On aura l'occasion d'y revenir. Oui, un collectif de travail, donc c'est vraiment, pour moi, c'est le cœur du débat. On va rentrer vraiment au cœur de la thématique sur les besoins et justement, vous le soulignez, on y reviendra, l'accompagnement des managers aujourd'hui est prioritaire. Cyril Garnier, aujourd'hui, de quoi les équipes, les managers, les établissements ont-ils besoin? Qu'est-ce qui ressort de vos missions, de vos dialogues justement avec ces établissements?
Je sais qu'ensemble, on a déjà beaucoup parlé durant des interviews de lien social. Ça peut être aussi plus de recours à de la médecine du travail, à des psychologues. Quels sont les besoins ? Oui, alors merci. Effectivement, on a eu l'occasion d'échanger, ce qui va me permettre de repositionner un petit peu la FNCAS, puisque effectivement, dans notre position aujourd'hui un petit peu historique, on a cette possibilité, en tout cas cette vue d'ensemble du besoin, des attentes de la communauté universitaire, voire au-delà, puisque aujourd'hui, on a cette interrogation dans nos interactions de l'ensemble des parties prenantes d'un établissement, à tel point qu'on commence d'ailleurs à utiliser une forme de néologisme, celui de la communauté campuséenne, dans le sens de tous celles et ceux qui participent à la vie d'un campus, étudiants, personnels et autres parties prenantes, collectivités territoriales, voisins, tutelles, partenaires des établissements, CNUS, Crous, CASDEN, Maïf, MGN, AVUF par exemple. Donc on recueille ces attentes, alors notamment au travers du baromètre qu'on vient de présenter, mais aussi au travers de moments d'échange avec la communauté. Comme au cours donc du dernier webinaire, on aura l'occasion de revenir dessus par la suite, consacré à notre rapport d'activité, mais aussi surtout à des discussions, notamment autour du rapport au travail en 2020, et donc des attentes et donc des besoins qui en sont nés. Donc en termes d'attente, rapidement au niveau des établissements, mais ça reprend un petit peu les propos qui viennent d'être tenus, au niveau des attentes et des établissements et donc de leur gouvernance, on est sur des notions aujourd'hui de schéma directeur, de projection à plusieurs années dans les établissements, alors qui sont sur des chemins d'ores et déjà engagés, mais des établissements qui organisent leur transition sociétale avec une volonté de mise en lien des compétences. On parle même de transversalité finalement, où on essaie d'abandonner ces organisations en silos. En résumé, donner du corps à cette notion de responsabilité sociétale que vient d'évoquer Monsieur Tunon de Lara. On a même parlé de colonne vertébrale en y intégrant pleinement cette notion de qualité de vie, qu'elle soit au travail ou qualité de vie globale. Et sur des besoins concrets, vraiment? Alors justement, plus prosaïquement, sur le terrain et les attentes des personnels, la crise a révélé cet immense besoin de lien social, au-delà des cafés Zoom ou apéros virtuels qui ont pu être organisés au début de la crise sanitaire. Alors, signe d'une volonté de la part des établissements, des managers, des équipes de vouloir maintenir ce lien malgré le contexte, mais ce qui a d'ailleurs créé une double attente née de ces premières actions. Première attente, besoin de coordination des actions. Quand les dispositifs sont coordonnés par un établissement, ils en deviennent des espaces de rencontre, étudiants, associations, personnels. Une seconde attente qui découle d'ailleurs de cette première, c'est un besoin de sens, de valeur donnée à l'action, jusqu'au sens du travail même effectué parfois derrière son écran, à distance du lieu habituel du travail. Ce qui interroge ici la fonction du manager et son rôle dans le domaine. Ce qui rejoint les propos de M. Lajoux. Enfin, je terminerai ici au titre des attentes, c'est la prise en compte effectivement de la disparité des vécus de la période, notamment au regard de l'équité vis-à-vis de l'outil numérique, avec des personnels plus ou moins à l'aise avec ce dernier outil, parfois en demande de formation quant à son utilisation. Et je terminerai véritablement sur notre attention qui a été attirée sur un point, mais ça reprend ce qui vient d'être dit, et donc les éditions successives du baromètre sont là pour nous le rappeler. À la sortie de la crise, il nous a été demandé de ne pas revenir à la situation d'avant, car avant, finalement, tout n'allait pas bien. La crise ayant été vraiment ce révélateur, ce catalyseur de cette prise de conscience, qu'auparavant, finalement, ce que montre le baromètre, la situation était d'ores et déjà installée quelque part. J'ajouterais même un point qu'on avait évoqué ensemble. Je crois que vous êtes catégorique aussi à la FNCAS sur ça. C'est on ne peut pas mettre en place de solution si on n'a pas interrogé sa communauté. Donc, il est indispensable aussi de sonder ses équipes, de sonder les managers, les personnels. Et là-dessus, je crois que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur à la FNCAS, qui est ce travail d'enquête qui soit réalisé.
en permanence, d'où cette notion de toute façon de baromètre, d'aller vers cette communauté pour savoir quel en est cet instantané et surtout cette remontée des attentes, effectivement. Manuel Tunon-de-Lara, justement, au sein de l'Université de Bordeaux, après le premier confinement, vous avez fait le choix de sonder votre communauté. Qu'est-ce qui est ressorti de cette enquête, hein? Alors, on vous entend. Votre micro, Manuel, il était coupé. Ah. Est-ce que c'est bon là? Oui. Pardon. Oui, ce que je disais, c'est que ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que nous, le télétravail, on avait commencé à l'expérimenter en 2018-2019, le télétravail de droit, hein, et commencé à le déployer 2019-2020, et que effectivement, après, on a fait une enquête au moment du premier confinement. Donc, on a eu cette enquête avec beaucoup de monde, hein, quand même. Hein. C'était de 2500 personnes sur le retour des activités, etc. Et cette enquête, on va la refaire. Et je partage totalement ce qui a été dit. Il est indispensable d'interroger sa communauté, de l'interroger régulièrement, de l'associer. À tort ou à raison, mais moi, dans les instances de dialogue social qui travaillent là-dessus se comptent par dizaines et globalement sur l'ensemble de l'établissement par centaines. Et ça, c'est un travail de fond. Après, pour répondre à votre question, avec la réserve du premier confinement, hein, c'est pas maintenant, mais il y avait plutôt un engouement. À la fin, il y avait une majorité qui souhaitait avoir du télétravail, mais qui pointait les difficultés. Donc, la très grande majorité, 80%, avaient redéfini leurs objectifs. Vous en aviez quand même 50% qui disaient « j'ai une augmentation de la charge de travail ». Et vous aviez 70% des gens qui disaient « j'ai une augmentation du temps de réunion ». Alors, 80-85% déclaraient avoir une meilleure maîtrise de l'utilisation. On avait déployé beaucoup d'équipements là-dessus, mais effectivement, on constatait une amplitude une augmentation des amplitudes horaires et puis une certaine difficulté à respecter les temps de repos, le télescopage qui a été évoqué aussi avec la vie familiale. Alors, je peux pas vous donner les résultats de l'enquête qu'on va faire. Faudra qu'on fasse un webinaire. Mais mes échanges avec les instances de dialogue montrent qu'il y a maintenant un petit peu plus peut-être de nuances vis-à-vis du télétravail parce que sa durée, l'impact d'une manière générale de la crise sur la santé mentale fait qu'on s'attend à avoir des chiffres peut-être moins enthousiastes. Une forme de lassitude aussi de cette situation. Oui, je pense, parce qu'il y avait déjà des choses là qui apparaissaient, augmentation de temps gestion, augmentation de temps sur la messagerie professionnelle. Après, il faut prendre en considération l'ensemble du personnel. Hein. Vous aviez aussi les chercheurs qui déclaraient avoir continué leur activité de recherche. Mais beaucoup déclaraient avoir généré du retard, avoir une source de stress. La question des enseignants-chercheurs et de l'enseignement à distance avec un surinvestissement. Dans les enquêtes internationales là dont je parlais, là, c'est pas forcément un diagnostic sur la France qui accuse un retard. Les Américains, ils disent oui, maintenant avec la crise, ça me prend 3 fois plus de temps de préparer un cours. Okay, donc voilà, et ça, faut en prendre compte. Donc nous, on a eu beaucoup d'accompagnement des enseignants-chercheurs, une mission d'accompagnement pédagogique, mais là, il y a une souffrance pour ceux qui se sont investis
dans cette Vous nous digitalisation. enverrez les résultats du deuxième Ah ben baromètre. oui, On on fera les refera un comparaisons. webinaire. On fera les comparaisons, on suit ça, on a notre baromètre à nous. Hein. Sébastien Lajoux, vous avez eu l'occasion de l'évoquer en 2 mots, mais effectivement, vous mettez vraiment au cœur du réacteur la question de la fonction managériale qui, aujourd'hui, doit être réinterrogée en priorité, d'après vous, pour pouvoir redonner un nouveau souffle à l'enseignement supérieur et à la recherche. Comment est-ce qu'on peut les aider, ces managers? Comment les former? Comment les rassurer aussi, hein, parce que pour eux aussi, la situation est très compliquée. Vaste question, hein, comme l'a précisé le président Tulon de Lara, on n'a pas attendu cette crise pour se poser cette question, mais je pense que là, on est vraiment à un point de notre histoire, notamment au niveau des universités, où il va falloir vraiment, au-delà d'avoir toujours cette responsabilité sociétale vis-à-vis de nos usagers étudiants, qu'on investisse pleinement notre rôle de responsabilité sociétale d'employeur et ça ne peut se faire de manière verticale. Il faut que, au niveau de chaque collectif de travail, nos encadrants de proximité, qui sont là, pour reprendre l'expression qui a été citée, vraiment pour moi la colonne vertébrale de la qualité de vie au travail, la réussite de nos missions, puissent être le mieux outillés possible pour maintenir au niveau de chacun de ces collectifs, j'allais dire, des relations structurantes et bienveillantes. Donc il va falloir passer par une phase et continuer à valoriser, accompagner, voilà, pour réussir la crise, mais surtout l'après-crise. Hein, la grosse difficulté qu'on peut voir et qu'on voit au niveau de l'association aussi des DRH sur les remontées qu'on peut avoir, c'est toujours un peu ces montagnes russes qu'on a pour un encadrant, d'être toujours en train de devoir fédérer un collectif de travail autour de valeurs et de sens commun, ça a été dit, et en même temps d'adapter son management aux différentes individualités. Et ça, je pense que c'est un fait générationnel, sans parler d'âge, hein, pour garantir, en fait, j'allais dire, l'épanouissement de chacun au service toujours. Et ça, je pense que c'est un postulat qu'il faut poser, c'est que cet épanouissement, cette qualité de vie au travail, c'est celle qui, ipso facto, va entraîner la réussite de nos missions de service public. Mais ça veut dire aussi qu'on fait évoluer le rôle du manager tel qu'il est aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, dans la fonction publique. On va dire le mot, c'est-à-dire peut-être arrêter un peu le flicage, on contrôle ce que font les agents, on fait évoluer un peu tout ça aussi. Ah, c'est indéniable parce que on est dans une logique, je l'ai dit tout à l'heure, sur la fonction publique très verticale, très la culture du parapheur, du contrôle, etc. Je grossis à dessein aussi là le trait, mais je pense que là maintenant le postulat c'est la confiance. Alors la confiance ne veut pas dire, voilà, c'est comme dans la délégation, ça se contrôle, ça, on met des référentiels en passe, mais voilà, je pense que là autant il faut faire confiance à ces managers pour qu'eux-mêmes puissent accorder cette confiance à leurs collaborateurs et développer, j'allais dire, des relations de travail qui soient les plus propices à la qualité de vie au travail et à la réussite de nos missions. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui joue, qui n'est pas évident, parce qu'on est sur ce côté-là autant sur des compétences voilà, qui sont pas forcément faciles à acquérir. Hein. Le bon manager, on n'est pas bon manager, on le devient pas non plus, c'est toujours un peu un entre-deux. Et donc, je pense que là, il y a un vrai défi pour nos organisations, mais c'est pas que les universités. Là, je pense qu'on peut vraiment élargir le débat à la société. Hein. On peut juste évoquer en 2 mots, parce que c'est un outil intéressant aussi, mais il me semble que l'Université de Lorraine vient d'être lauréate du Fonds d'innovation RH pour permettre justement de déployer des solutions vers les managers. En quelques mots, qu'est-ce que ça va vous apporter, vous, pour votre Vous êtes bien établissement? informé, oui, tout à fait. Le fonds d'innovation, on a eu le FIRH qui nous permet notamment d'être reconnus, mais aussi de débloquer aussi des fonds. Et je remercie à ce niveau la DGAFP pour pouvoir déployer des actions un peu plus concrètes. Hein. C'est le domaine du management hybride. Alors, on le voit un peu, ce terme-là. Nous, ça fait 5-6 mois qu'on travaille sur le sujet, vraiment de manière très poussée. On voit qu'il commence à apparaître dans les différents médias. Ce management hybride, alors, c'est pas le management hybride, ça n'a rien à voir avec c'est vrai que dans notre communauté, tout ce qu'on parle d'hybridité, c'est plutôt pour les enseignants, hein, avec l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel, mais je pense qu'on peut aussi avoir quelque chose. Là, on est vraiment sur l'idée, plutôt BIAT, hein, de manager les équipes tant en présentiel qu'en distanciel, mais même plus globalement dans toute leur diversité. Donc, c'est vrai qu'il va falloir, notre idée, c'est de déployer tant
de manière assez classique, des formations, sensibilisation, etc., mais également de l'outillage. C'est-à-dire que je pense qu'on manque cruellement aussi d'aider nos managers à pouvoir eux-mêmes avoir des outils qui leur permettent voilà, de gérer au mieux au quotidien ces collectifs de travail et de résoudre des conflits, d'être voilà, sur de la gestion du temps, enfin, etc. Toutes des choses très, très concrètes, parce que je pense que la réussite ne passe que par du pragmatisme et par des choses qui aient du sens, et du sens, ça passe par quelque chose de concret, tant pour les managers que pour nos collaborateurs. Ségolène Journoux, je crois que vous partagez le même point de vue que Sébastien Lajoux sur la place centrale au sein des organisations des managers. Alors vous avez une vision un peu plus globale, puisque vous n'agissez pas uniquement dans l'enseignement supérieur, mais vraiment dans des structures vraiment très diverses avec l'ANACT. Comment justement on peut accompagner ces managers ? Alors tout à fait. Juste peut-être un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas sur l'ANACT, donc Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Nous sommes un établissement public sous la tutelle du ministère du Travail depuis plus de 40 ans. Nous travaillons sur ce sujet de l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation et les relations professionnelles. Donc effectivement, la QVT, ça nous anime depuis bien longtemps. Voilà, ça a pris cette forme-là sous cet intitulé depuis 2013, notamment avec l'ANI QVT. Et effectivement, on accompagne les entreprises et les structures de la fonction publique sur ces différentes thématiques. Donc, on est au plus près de vous sur le terrain, et y compris effectivement l'éducation nationale, que ce soit au niveau du scolaire, mais aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et à partir de ces interventions, on conçoit des méthodes, des outils pour les diffuser au plus grand nombre et vous rendre autonome sur ces sujets. Alors, pour revenir à votre question précisément et sur les managers, et effectivement, je rejoins tout à fait Sébastien Lajoux dans cette nécessité aujourd'hui de réinterroger le rôle du manager et de le faire effectivement évoluer. Un point d'abord à souligner, je pense que c'est important pour tous les managers aussi qui nous regardent peut-être, c'est de se dire qu'il ne faut pas non plus jeter la faute sur les managers en disant ils font mal dans les doubles sens du terme. C'est un exercice compliqué de manager, et aujourd'hui, effectivement, il faut réinterroger leur rôle, leurs moyens pour exercer ce rôle et ces missions. Et à l'ANACT, on s'attache effectivement à dire qu'il faut les faire évoluer ou faire évoluer tout un système managérial, pas seulement le manager intermédiaire, vers une forme de management plus près des principes de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire la prise en compte du travail réel. Et je rejoins effectivement donc ce glissement de posture, de contrôle vers une posture plus de facilitation, facilitateur. Ça veut dire quoi, prendre en compte le travail réel? On sait toujours qu'il y a un écart entre ce qu'on me demande de faire, l'objectif, et finalement, qu'est-ce que je mobilise pour atteindre cet objectif. Et voilà, donc c'est comment le manager prend en compte ces écarts, et effectivement, ces écarts sont soumis à plein de déterminants et ne vont pas être vécus de la même façon parce qu'il y a des inégalités et j'allais dire chaque individu est différent. Donc il faut prendre en compte pour les managers ces différents déterminants qui sont le rapport au collectif, le rapport au management, le rapport à l'organisation, l'environnement de travail, les équipements, j'allais dire les éléments qui composent chacun, ses compétences, son parcours. Voilà, donc manager autrement, c'est avoir effectivement cette conscience d'écart entre travail prescrit, travail réel, et comment moi, en tant que manager, je gère cela au niveau individu, mais aussi au niveau collectif. C'est aussi du coup, pour prendre en compte cette réalité du travail, savoir instaurer des temps de discussion avec son collectif, effectivement, pour connaître ces écarts entre ce que je demande de faire et puis ce qui se passe dans la réalité,
comment des régulations au quotidien s'opèrent, c'est-à-dire comment on se dit finalement comment je fais pour faire face à ces objectifs alors qu'il y a plein de contraintes et on le voit bien avec aujourd'hui cette situation inédite de crise sanitaire. On doit s'ajuster chacun individuellement et collectivement pour faire face à ce qui m'est demandé de faire et poursuivre, avoir cette continuité d'activité. Donc, c'est effectivement être au courant de cette régulation et la partager, et partager à la fois les difficultés des uns et des autres, mais aussi les bonnes astuces. Comment on fait, même si on trouve des solutions même temporaires, comment on les partage collectivement et comment on en prend compte en tant que manager. Il y a pas mal de questions qui arrivent sur le management. Oui, justement, ça fait écho à ce que vous dites parce qu'il y a pas mal de remarques ou de questions sur le management, plus assez général, comment on fait pour inclure une culture managériale, comment on adapte aussi le management aux organisations ou les organisations au management, mais c'est vrai qu'il y a un intervenant qui parle de lourdeur organisationnelle, comment on parle de l'organisation et pas que seulement uniquement du management et de l'individu. Est-ce que ça, c'est des sujets, notamment Ségolène Journoud, qui vous parlent et qui… c'est clair que les établissements d'enseignement supérieur ont une organisation, il y a la partie administrative, la partie académique, enfin, il y a toute une culture tout professionnelle. Comme les entreprises ou les grandes structures, en général, effectivement, il faut une certaine organisation pour que tout cela fonctionne quand on est nombreux et quand les missions sont multiples. Est-ce que ça nécessite de les questionner, ces organisations, justement, pour modifier un peu les pratiques? Tout à fait. Alors, les questionner, ou en tous les cas, ce qui est important, je pense, aujourd'hui, pour tout le monde, c'est cette question de décloisonner. Et c'est ce qu'on s'attache de faire dans une démarche QVT, décloisonner les enjeux sociétaux dont on a parlé tout à l'heure, et notamment là aujourd'hui où on est beaucoup avec ces enjeux sociétaux avec cette crise sanitaire, les enjeux du travail, et les enjeux aussi techniques, voire même les enjeux économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tendance à traiter de façon séparée chacun de ces problèmes. Dans une grande entreprise, j'allais dire les DSI vont s'occuper des enjeux techniques et de numérisation des process. La direction va s'occuper des enjeux peut-être de management, des enjeux d'efficacité par rapport à ses missions, comment on établit des process pour arriver au bout. Les représentants du personnel vont s'occuper des enjeux sociaux. Et aujourd'hui, il faut que tous ces enjeux soient partagés les uns avec les autres et que tous ces acteurs, il s'agit de créer un système d'acteurs un petit peu transverse pour que tout cela se corresponde. Et par exemple, dans la mise en place du télétravail, on ne s'occupe pas uniquement d'un enjeu technique. Mais mise en place du télétravail, bien sûr, c'est un enjeu technique pour avoir le bon matériel nécessaire pour télétravailler, mais c'est aussi un enjeu sociétal, parce qu'on voit bien que tout le monde n'est pas équipé. Et là, on ne parle pas du technique, on parle des compétences, on parle des problématiques qu'on a évoquées, personnelles, de logement, de porosité avec la vie familiale, etc. Donc, on voit bien que tout cela doit être partagé les uns avec les autres pour ne pas le traiter uniquement en silo et du coup faire des organisations, j'allais dire, qui sont très silotées, qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres dans nos différents enjeux auxquels on doit faire face. Alors, j'ai une question qui s'adresse plus à Manuel Tunon de Lara et Sébastien Lajoux. C'est Françoise Lefichant, qui est vice-présidente responsabilité sociale à Nantes, qui dit les formations, notamment pour les enseignants-chercheurs et notamment les directeurs de labo existent, mais ne s'estiment pas concernés, ne s'estiment pas managers. Et elle se demande si il ne faudrait pas rendre obligatoire cette formation et leur faire prendre conscience, si je prolonge un peu sa question, leur faire prendre conscience aussi de leur rôle de manager. Et là, on est un peu dans la question il y a à la fois les ressources humaines, il y a qu'est-ce qu'on fait de rôle d'académique dans le management. Enfin, tout ça s'entremêle. Qu'est-ce que ça vous inspire, Manuel Tunon de Lara, puis après peut-être Sébastien Lajoux? Non, mais je crois que c'est très juste. Et en fait, ça fait le prolongement de ce que vient de dire Ségolène Journoud. Je pense qu'il y a un très fort besoin de décloisonnement. Et de mon point de vue, alors…
Moi, je crois qu'il faut que ça soit une affaire de culture d'établissement et de réussite collective. Parce que si on a besoin de compétences, on a besoin de managers, on a besoin de former, mais si vous n'en faites pas un défi pour tout le monde, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de risques de cloisonnement. Il vaut mieux en faire un défi. Nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est dire, OK, le bien-être au travail, c'est un facteur de réussite collective. Et maintenant, quand on décline des fiches actions, il y a des choses qui sont faites pour tous, parce que les enquêtes, ça concerne tout le monde, parce que les chartes, ça concerne tout le monde. Il y a des actions auprès des BIATS, et puis il y a des actions au niveau de l'accompagnement des équipes pédagogiques. Il faut accompagner les équipes pédagogiques dans ce sens-là. Et je crois effectivement que c'est une espèce de déploiement systémique où cette question du bien-être et de la qualité de vie au travail et de savoir s'adapter, on a parlé des organisations, il y avait beaucoup de remarques dans nos enquêtes sur l'organisation, mais on voit bien aussi que le télétravail nécessite de changer l'organisation. Donc, vous devez vous adapter. Mais il faut le faire en prenant en compte tous ces facteurs. Et moi, je pense que c'est une affaire de politique d'établissement qui doit être assez systémique. On doit entrer ça dans notre culture. Voilà, on est peut-être dans une forme de courbe d'apprentissage, mais il faut le faire. Et du coup, Sébastien Lajoux, est-ce que les académiques doivent être des managers et est-ce qu'il faut les former aussi à ces notions-là? Pour moi, c'est une évidence. Après, je me méfie toujours parce que la réponse, c'est toujours la formation. Mais quelle est la question? Voilà, et c'est tout à fait ce que dit le président Tulon de Lara, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un défi, alors un défi sociétal, un défi d'établissement, etc., pour embarquer un peu tout le monde, sans avoir une logique qui soit ni coercitive, ni complètement, j'allais dire, lancée comme ça. Je crois beaucoup à l'expérimentation, ce cas comme ça. Et comme le dit le président Tulon de Lara, c'est d'essayer d'embarquer tout le monde. Voilà, nous, on a lancé des formations qu'on a améliorées chaque année pour les directeurs de composantes et voilà, tous les collègues, notamment ceux qui ont des responsabilités plutôt supérieures dans les composantes pour arriver. Voilà, on arrive sur des choses qui commencent maintenant à tenir la route, je vais le dire comme ça, qui je pense maintenant sont à un moment de maturité où on pourrait penser à avoir un discours peut-être un peu plus volontariste, de la part, mon président voulait être là, mais il ne peut pas être là, malheureusement il a été retenu, mais le président Mutsenar, il aurait pu dire d'aller peut-être un peu plus loin, alors sans tomber dans le côté obligatoire, mais c'est vrai que la question de la collègue de Nantes est tout à fait, c'est-à-dire c'est une vraie question, ça, faut-il rendre obligatoire certaines formations? Je pense que pour dire les choses, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on sera mûr et qu'il y aura une vraie culture, il pourrait être intéressant de le rendre obligatoire, mais dans le sens où il y a une prise de fonction managériale. Je suis certain, certaines formations, comme ça. Mais c'est un vrai débat et voilà, il faut vraiment bien le poser parce que je pense qu'il est mal posé, il produit des effets inverses à ce qu'on veut. Cyril Garnier, vous avez un petit mot à dire. Pour répondre un petit peu en écho, au-delà de l'interrogation, et je pense que M. Lajoux l'avait évoqué tout à l'heure, ça fait partie d'une forme de responsabilité pour le coup de l'établissement que de se poser cette question de l'acculturation de l'ensemble de celles et ceux qui, à un moment, vont être en position de manager des équipes, quel que soit leur niveau, pour le coup, de responsabilité. Ils sont dans la position d'être responsables à un moment d'autres personnes et effectivement, il va falloir se poser la question de la culture managériale de l'établissement et donc effectivement de cette notion de formation souhaitée, voulue par l'établissement. Effectivement, c'est M. Lajoux qui tout à l'heure le positionnait au titre de la responsabilité de l'établissement. On parle de responsabilité sociétale et ça répond, je pense, en partie à la question posée par Madame Le Fichon. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? On est au niveau de la responsabilité de l'établissement. Donc c'est un vrai questionnement pour le coup. Une dernière question avant de repasser la parole à Juliette. Sébastien Lajoux, on vous demande un exemple concret de la façon dont la manière de faire confiance aux managers, comment on fait concrètement pour faire confiance aux managers. Je vais répondre de manière très concrète parce que j'ai déjà vu dans mon expérience de DRH. Alors, je viens de la fonction publique territoriale, j'ai travaillé, ça fait 6 ans maintenant dans l'universitaire. Je pense que déjà, en positionnant les cadres clairement dans les processus de décision et dans les processus très concrets, je sais pas, gestion du temps, etc., je pense qu'on souffre un peu de déficit à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour répondre et pour être accompagnant,
il faut déjà être accompagné. Et le rôle d'un établissement ou d'une structure, quelle qu'elle soit, c'est déjà de positionner les personnes dans les différents processus et de leur faire confiance, de les accompagner, etc. Voilà, c'est une question très vaste aussi, mais je pense qu'une des premières questions, une des premières réponses, c'est d'objectiver un peu ce qu'on attend d'un manager, parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi de représentation et de tabous sur cette question-là. Voilà, mais je pense qu'en répondant très concrètement sur certaines choses, des grands processus, promotion, etc., reconnaissance, ça aide également, avant tout. Mais voilà, je pense que là, on peut aussi aller plus loin. Je pense que les collègues ont encore plus de choses à dire que moi sur le sujet. Alors justement, puisque vous commencez à aborder la question des outils, du comment on fait, la FNCAS, vous avez souligné que vous n'aviez finalement jamais été autant sollicité que dans l'après-crise. Votre réseau est presque sorti de l'ombre en fait avec cette situation, vous a fait connaître. Quels outils aujourd'hui vous pouvez apporter aux établissements concrètement? Il y a pas mal de niveaux d'accompagnement. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Alors oui, et sans vouloir en faire un résumé exhaustif. On va pas faire un catalogue. On mettra vos coordonnées. Les gens pourront vous contacter. Il ne faudra pas hésiter à nous contacter, effectivement. Mais oui, donc effectivement, cette partie d'accompagnement des établissements dans notre activité a connu une très forte accélération ces 3 dernières années. Et donc, comme le notait Monsieur Tunon de Lara, les établissements se sont engagés effectivement depuis plusieurs années sur ces thématiques-là et font effectivement appel à la FNCAS, alors ce qui a permis de nous peut-être sortir de l'ombre, mais je pense qu'on avait déjà une certaine reconnaissance en la matière, et ce qui a permis d'aboutir effectivement à différentes formes d'accompagnement. Ces accompagnements prennent la forme d'élaboration de conventions justement avec ces établissements, conventions qui permettent des accompagnements pluriannuels puisqu'on est sur des accompagnements de l'ordre de jusqu'à 3 années. Et en résumé, pour les plus gros accompagnements, nous sommes sollicités pour des établissements qui se projettent sur des réflexions à 10 ans sur leur avenir. Donc, par exemple, on accompagne l'Université Polytechnique Hauts-de-France aujourd'hui avec une visée de labellisation et la rédaction d'un schéma directeur développement durable, responsabilité sociétale. Donc, pour nous, c'est une forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Complètement. Ça, c'est des exemples vraiment de très gros accompagnements. De très gros accompagnements. Il peut aussi y avoir des accompagnements de moins grosse envergure. Moins grosse importance. Oui. Par exemple, on accompagne le CNUS qui nous a concrètement demandé de faire évoluer son action sociale au sein du réseau du CRUS. Plus prosaïquement, on mène aussi des accompagnements d'instituts. On a été contacté par des étudiants pour ce qui concerne les conditions de mise en œuvre de la norme ISO 26000 au sein de l'Institut. Une sollicitation qui concerne les points d'attention pour un déploiement d'une politique en matière de mobilité douce, par exemple. Des questionnements techniques sur des thématiques d'archivage. Oui, on n'est pas obligé en tout cas de s'engager forcément dans des très grosses machines. Hein. Il y a aussi des plus petits accompagnements qui ont leur importance. Alors justement, Manuel Tunon de Lara, pour revenir sur un partenariat que vous avez avec la FNCAS, votre établissement s'est lui-même engagé dans un schéma directeur. Enfin, il y avait un premier schéma directeur sur la RSE et désormais vous travaillez sur un schéma directeur autour de l'action sociale. Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé dans un chantier aussi lourd? Qu'est-ce que ça implique en termes de mobilisation en interne? Alors, je ne sais pas si oui, c'est probablement lourd, mais ça me paraît être une partie de la trajectoire de l'établissement. Ça me semble si important. Aujourd'hui, on a la mission de formation, de recherche, d'innovation, mais ne pas positionner l'université dans une trajectoire où elle se pose la question de ce qu'elle rend à la société et à la façon dont elle appréhende les transitions. Nous, on avait effectivement un schéma directeur de responsabilité sociétale. On avait fait plusieurs enquêtes à ce niveau-là, même les derniers
projet financé par le PIA, c'est un campus expérimental de transition. Donc, oui, c'est lourd, ça façonne quelque part la stratégie de l'établissement, mais ça nous paraît essentiel. Alors, effectivement, à chaque fois, il y a des schémas directeurs qui me paraissent importants, parce que sans revenir en arrière, un des éléments, c'est qu'on a peut-être tendance à se fixer beaucoup d'obligations de moyens, de formation, de management, mais ces obligations de moyens, si on ne se fixe pas des obligations de résultats avec des indicateurs, c'est beaucoup plus difficile d'emmener tout le monde, et y compris ensuite, quand on descend dans la granularité, il y a des objectifs pour l'établissement. Parce que sinon, on a tendance à avoir une obligation des moyens sans ceux des résultats. Et pour revenir sur ces schémas directeurs, il y avait un schéma directeur qualité de vie, je vous l'ai dit, qui avait été mis en place en 2018. Et là, on est en train d'établir avec la FNCAS un schéma directeur, en particulier au niveau social, de l'offre sociale, avec une question donc, qui est très importante, c'est la collaboration qu'on peut avoir pour voir quel est le pilotage stratégique. Comment on impulse les orientations, comment on construit cette démarche. Il faut qu'elle soit adaptée, qu'elle soit visible, qu'elle soit justement répartie dans les territoires. Et puis après, nous, on a distingué deux grands pavés, qui est une offre sociale qui est très professionnalisée, avec une garantie d'équité, une approche globale. Et puis après, une offre socioculturelle qui est plus associative, et on a tendance à mélanger les deux. Et moi, j'ai beaucoup insisté pour qu'on ait ces deux obligations. Dans la fusion, on avait des établissements qui mélanger quelque part ce que pourrait être un congrès, un comité d'entreprise à une action sociale et d'accompagnement structuré et qui a des publics très ciblés. Donc c'est très lourd, mais c'est aussi gagner du temps pour l'après. On se pose. C'est à mon avis fondamental. Et effectivement, on a ces relations avec le FNCAS, la fédération, et puis au niveau national, ça a été dit. Puis je précise que la commission des moyens, le président de la commission des moyens, c'est le président de l'Université de Lorraine, c'est Pierre Mutzenard, donc il est particulièrement attentif à ces questions. Et on s'est rencontrés et on va continuer avec les différentes commissions. Il y a une commission là, sur l'université, le territoire aussi qui est très importante. Donc avec Monsieur Garnier, avec le président, on va continuer à travailler ensemble au niveau national pour essayer de décliner ça dans nos établissements. Alors, Ségolène Journoux va bientôt devoir nous quitter. Alors, du coup, je vais profiter de l'avoir avec nous pour justement lui poser la même question qu'à la FNCAS. Finalement, vous aussi, vous aviez peut-être du mal à exister dans le paysage enseignement supérieur. Pourtant, il y avait un partenariat qui est assez ancien. La crise vous a, ouvert des portes vers ce secteur. Oui, effectivement. Alors, ça fait depuis de nombreuses années qu'on accompagne, comme je le disais tout à l'heure, l'éducation nationale avec ces deux volets, y compris dans l'enseignement supérieur. C'est vrai qu'avec la crise, il y a des demandes qui sont différentes. Et là, je vais peut-être passer la parole à mon collègue qui est présent avec nous aujourd'hui, Fabien Francou. Peut-être on pourra échanger avec Fabien Francou après. Gardez ce temps justement où vous êtes avec nous. J'aurai une autre question à vous poser après. D'accord. Pour justement revenir un peu sur l'approche un peu particulière de l'ANACT. Mais justement, il y a plus d'accompagnement aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Oui, alors il y a des demandes effectivement d'accompagnement liées à ce que vivent aujourd'hui ces établissements, qui effectivement, comme toute structure, très particulier, et des accompagnements notamment pour une mise en place de retour d'expérience qui permet, donc c'est une méthode que nous avons développée, qui permet aux différents personnels de s'exprimer, d'identifier effectivement les situations de travail qui ont été plus particulièrement mises à mal ou au contraire là où c'est plutôt bien passé, pour trouver et pérenniser ensuite des actions à l'issue de cette crise
et dans l'évolution, effectivement, dans le fonctionnement de ces structures. Avant que Fabien Francou, justement, nous détaille un peu plus le cœur de l'accompagnement, c'est une question très large, mais vous avez l'habitude d'accompagner des milieux très divers, en dehors de l'enseignement supérieur. On s'est demandé finalement qu'est-ce que ces autres milieux pouvaient apporter à l'ESR en termes de prospective. Il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, mais qui pourraient totalement coller avec ce secteur et des approches qui pourraient tout à fait trouver leur place, mais qu'on n'a pas encore dans le scope de l'enseignement supérieur actuellement. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un milieu qui ressorte du lot. Il y a plutôt des pratiques, et notamment en ce qui concerne l'accompagnement des transformations. Et aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour toute structure, toute entreprise. Et par rapport à l'accompagnement de ces transformations, c'est comment elle s'y prend. Et on approche, effectivement, on essaye, nous, à l'ANACT, et on s'aperçoit que ceux, déjà aujourd'hui, qui s'en sortent, c'est ces entreprises qui, quelque part, avaient dans leur ADN des principes qui guident cet accompagnement de la transformation en prenant compte de la réalité du travail et en évitant de calquer des nouvelles organisations, des nouvelles façons de faire, des nouveaux process sans tenir compte de la réalité du travail. Donc ça, c'est un élément majeur numéro 1, c'est prendre compte de la réalité du travail. Ensuite, c'est avoir une approche concertée, c'est-à-dire que là aussi, pour prendre en compte cette réalité du travail, il faut interroger les experts du travail. Les experts du travail, c'est ceux qui le font au quotidien. Donc, c'est embarquer les différents personnels. Et puis, troisième aussi élément, et qui pour nous est un élément majeur, c'est le cœur du réacteur dans l'accompagnement de ces expérimentations, de ces transformations, c'est les expérimentations. Et là aussi, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est Sébastien Lajoux qui l'a mentionné. Et aujourd'hui, effectivement, il faut avoir cette approche un peu itérative de essai, erreur, ajustement, et y compris dans des transformations majeures et parfois lourdes, et comment on arrive effectivement à inculquer ce principe d'expérimentation des uns des autres, c'est-à-dire prendre en compte ce qui se joue dans le travail, la réalité, comment ces nouveaux process, ces nouveaux enjeux, ces nouveaux outils matchent ou pas avec la réalité du travail, comment les ajuster vraiment de façon à ce qu'ils soient efficaces, qui tiennent compte de l'évolution des compétences et des métiers, qui tiennent compte aussi de la santé au travail, qu'elle soit physique et psychique. Donc, dans l'implantation de ces nouveaux process, de ces nouvelles organisations, c'est les expérimenter avec les agents et les salariés, en tenant compte de ces 3 dimensions. Est-ce que je suis efficace? Est-ce que ça me permet d'évoluer dans mes compétences et dans mon métier? Et est-ce que ça permet effectivement de prendre soin de ma santé, qu'elle soit physique ou psychique? Merci Ségolène Journoux. Fabien Francou, pour compléter justement sur ces propos, à l'ANACT, comment vous accompagnez plus précisément les organisations et l'enseignement supérieur, puisque vous agissez aussi dans ce secteur. Il me semble que vous avez une approche qui repose sur ce que vous dites, le faire faire plutôt que le faire avec. Oui, tout à fait. Alors, en effet, l'ANACT et son réseau accompagnent les établissements dans le cadre de la convention de partenariat que l'on vient d'évoquer. Et c'est vrai que notre positionnement, en tout cas, en tant que tiers intervenant, en tant que partie prenante un peu externe des établissements, on insiste vraiment sur la manière de travailler avec les acteurs internes, c'est-à-dire c'est vraiment de ne pas faire à leur place, mais vraiment de les accompagner et de pouvoir faire avec eux. Ça, c'est vraiment nos retours terrain depuis quand même pas mal d'années sur ce qui fonctionne bien en tant que tiers. C'est vraiment de pouvoir arriver à faire transférer, on va dire, de l'outillage, des manières de faire aux acteurs internes, puisqu'on a pu constater que c'était vraiment la meilleure manière de pérenniser les démarches, puisqu'au final, ceux qui connaissent le mieux leur institution, ceux qui connaissent le mieux leur établissement, ce sont les acteurs internes. Tout à l'heure a été évoqué, par exemple, des référents qualité de vie au travail, en tout cas d'arriver à faire travailler toutes les parties prenantes ensemble. Et vraiment, notre rôle est plutôt de mettre le pied à l'étrier, on va dire,
les acteurs, d'arriver à leur transférer de l'outillage, d'arriver peut-être au départ de la démarche à arriver à concevoir des conduites de projet et pour qu'après, dans un deuxième temps, ce soit vraiment les acteurs internes qui soient à la manœuvre, parce qu'on a vraiment constaté que c'était ces éléments-là qui étaient un gage de résultats. Mais ce qui permet aussi, du coup, d'insuffler une méthodologie en interne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis des bases sur comment est-ce qu'on structure, en fait, cette réflexion, ça peut être transposable à diverses problématiques, en fait. Exactement. Et pour prendre un exemple précis, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des démarches de retour d'expérience de la crise sanitaire. C'est-à-dire d'arriver à faire travailler les parties prenantes, à construire un cadre commun pour faire émerger justement des retours d'expérience de la crise sanitaire sur ce qui a pu bien fonctionner, parce qu'il y a plein de choses qui ont bien fonctionné et que la crise aussi a amené, la crise sanitaire a amené voilà, des manières de faire différentes, des capacités à s'organiser qui sont différentes pour les personnels et pour l'organisation. Donc arriver peut-être à valoriser un petit peu tout ça et que du coup le réseau ARAC soit assez présent, on va dire, dans la phase amont de conception du projet, de conception de la conduite de projet, d'arriver à mettre toutes les parties prenantes autour de la table pour se mettre d'accord sur quelles vont être les thématiques qui vont être travaillées dans le cadre de ce retour d'expérience. Et les parties prenantes, elles sont larges, au niveau des universités, que ce soit au niveau des présidents d'université, des directions, des représentants du personnel, de l'encadrement, notamment de proximité, on en a parlé tout à l'heure, et aussi des agents eux-mêmes, et que du coup on soit présent au départ dans la phase amont pour construire, on va dire, cette conduite de projet, passer par une case peut-être formation aussi des acteurs pour qu'eux-mêmes soient en capacité de déployer ce type de démarche de retour d'expérience au sein des établissements, avec une visée surtout d'action. Le but, c'est aussi de ces démarches de produire des plans d'action qui soient à la fois protecteurs pour la santé au travail des personnels, bien entendu, mais aussi nos travaux montrent que d'agir de cette manière, c'est aussi un gage d'amélioration de la qualité de service rendu à l'usager, et ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure sur la qualité de mission de service public. Donc, c'est vraiment d'arriver un petit peu à concilier tous ces enjeux. Justement, vous parliez… pardon, excuse-moi, Juliette. Vous parliez il y a beaucoup de questions. Bah, il y a des questions, justement, il y a des questions qui sont complètement en lien à ce que vous venez de dire sur les parties prenantes. Quid des représentants du personnel, des instances comité technique, comité CHSCT, etc. Il y a plusieurs questions là-dessus. Comment, quelle place, quel rôle, comment on les intègre, est-ce que, voilà, en gros. À la fois pour vous, Fabien Francou, peut-être, et pour Sébastien Lajoux aussi. Alors, c'est vrai que le rôle des représentants du personnel, donc on en a dit un mot tout à l'heure, le but, c'est vraiment d'arriver à construire ces démarches avec toutes les parties prenantes. C'est vrai que les représentants du personnel sont une partie prenante qui sont importantes, et notamment les représentants du personnel au CHSCT. Et c'est vrai que nos travaux montrent, en tout cas au niveau de la fonction publique, mais aussi au niveau des accompagnements d'entreprise, que c'est aussi une condition de réussite. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. J'ai bien apprécié l'expression d'en faire un objet de réussite collective. Je pense que c'est l'enjeu, mais d'arriver à en faire un objet de réussite collective, ça passe aussi par du dialogue social. Et c'est vrai que la question du dialogue social est, à notre sens, une vraie condition de réussite pour co-construire avec toutes les parties prenantes. Sébastien Lajoux, est-ce que vous l'avez intégré dans votre processus aussi, j'imagine? Complètement. Et au-delà même, le dialogue social, il y a les représentants du personnel, mais il y a aussi l'ensemble de la communauté. Donc, je pense qu'il faut vraiment les parties prenantes. Ça a quasiment une vertu de communication, mais dans le bon sens du terme, comme disait Cyril à ce niveau-là, c'est de la culturation quelque part. Et si on le fait dès le départ, si on essaie d'expérimenter ensemble, d'avoir ce droit à l'erreur, de poser bien les choses ensemble, c'est comme ça que ça marche. Nous, nos quelques réussites, parce qu'on va dire comme ça, elles sont venues de là sur la méthode. Et où ça a chopé, et les représentants du personnel ou les représentants du management ont su nous le dire à un moment donné, c'est quand on avait loupé peut-être des étapes de concertation, etc. Je vais prendre un exemple. On a mis en place un groupe de liaison sur les situations de harcèlement. On a posé le débat au début, voilà, comment on va mettre en place les choses, tout était procéduré, on a discuté avec les représentants du personnel, et à un moment donné, les représentants du personnel eux-mêmes nous ont dit, mais nous, on aimerait bien pouvoir participer dans cette instance. Donc, c'était un vrai débat, parce que voilà, est-ce que c'est le rôle, voilà, à ce niveau-là, on a discuté, quelle serait la plus-value, et en fait, en discutant, on s'est rendu compte, et c'était vrai, c'est que le message principal qu'ils nous ont donné, c'est on peut apporter déjà, mais surtout, ça peut surtout donner confiance aux agents pour saisir
ce groupe de liaison des situations de harcèlement moral au travail. Donc voilà, et sur toutes ces choses-là, je pense que ce qu'on développe en méthodologie, pour être très concret, c'est sur tous les référentiels qu'on met en place, toutes les procédures, etc., on essaye de mettre en place ce qu'on appelle des groupes mixtes de travail, c'est-à-dire qui associent des représentants du personnel et des représentants du management. C'est rien de tel que cette dichotomie, voilà, chacun va dire, vous avez parlé avant aux représentants du personnel avant de parler au management, et inversement, les représentants du personnel vont dire, tout est ficelé, vous avez déjà parlé au management. Donc, mettre tout le monde toute la table, que tout le monde puisse s'écouter, travailler ensemble avec un objectif commun, une méthode, un cahier des charges, voire un document martyr pour quand même donner de la... Voilà, je pense que très concrètement, c'est des choses qui font avancer en disant, on expérimente, on se revoit au bout d'un an, on se remet en place, ce que disaient très bien les différents collègues là-dessus, c'est vraiment ça. Et le droit à l'erreur, on a fait, voilà, on a juste, on essaie de mettre en place, on essaie de questionner la communauté, voir un peu comment ça a fonctionné. Je pense que c'est une leçon d'humilité, mais également, je pense que d'efficacité au final. Et il faut, voilà, je pense que c'est comme je vois dans les participants, faut vraiment les Yaka Faucon, je pense qu'on a fini avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'avoir des beaux référentiels, il en faut, parce qu'il faut, comme l'a dit, des documents stratégiques, mais il faut surtout, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour, quoi. Voilà, il faut à un moment donné aussi qu'il y ait des résultats et qu'on avance. Mais c'est vrai que dans nos grosses institutions où il y a vraiment une transformation des organisations, c'est pas évident du tout. Il y a des résistances, mais c'est pas lié aux personnes. Il faut accompagner le management, pas forcément que les managers. Et faut pas stigmatiser sur les personnes et individualiser. Je pense qu'il y a vraiment un débat global à avoir. Manuel Tullion de Lara, vous aviez envie de compléter. Oui, je voulais aller dans ce sens et dire, enfin témoigner en tout cas dans mon expérience, c'est fort que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de présenter ça à un moment donné dans une instance, même le CHSCT, ce que vous voulez. Il faut associer à la construction, il faut y revenir, il faut préparer le questionnaire ensemble, il faut mettre les balises là où il faut mettre les balises, mais il y a un travail de fond permanent. Nous, alors après, ça dépend des établissements, mais nous, on fait beaucoup de réunions de dialogue de gestion en amont des instances de CHSCT, de CT, où toutes ces questions sont quand même débattues. Et si on n'associe pas justement ces représentants et plus largement, comme vient de le dire Sébastien Lajoux, je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver. Alors, j'ai une question un peu plus large, mais quels sont les leviers des managers? Parce qu'il y avait pas mal quand même de questions sur les managers, sur leur charge mentale, etc. Quels sont les leviers des managers dans le cadre de la fonction publique, des statuts de la fonction publique? Je ne sais pas si, Manuel, vous êtes inspiré par cette question, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que, on parlait beaucoup de gestion des ressources humaines, qui est passée d'une gestion plus administrative. Comment on fait dans le cadre de la fonction publique, enfin, une vraie gestion des ressources humaines? Il y a un intervenant qui parlait même en disant est-ce qu'il ne faut pas parler d'un management humain des ressources? Bon, je vous laisse. Voilà, est-ce qu'il y a des leviers, d'après vous, qui peuvent faciliter le management dans la fonction publique? Écoutez, je sais pas. Enfin, moi, ce que je constate à mon niveau, effectivement, c'est qu'il y a une espèce de courbe d'apprentissage parce qu'on est passé d'établissements qui n'avaient ni la culture ni les compétences et qui se sont retrouvés à être autonomes, en particulier dans la gestion pas simplement la masse salariale, mais leurs salariés et leurs employés. Je trouve qu'il y a une transformation quand même très rapide, mais ça, je laisserai peut-être Sébastien Lajoux le dire. Je pense que parfois ça s'est traduit par le recrutement de nouveaux profils, la discussion autour d'une nouvelle culture. Et après, les leviers, bon, il faut plus de RH pour les RH d'abord, parce que je crois que alors évidemment, c'est jamais très populaire de dire ça, mais c'est vrai, parce que l'accompagnement, on a besoin de bras pour pouvoir le faire et pour pouvoir opérer cette transformation. Ensuite, je crois que les leviers de la formation sont très importants et doivent être maintenus avec cette exigence.
se tourner vers l'extérieur lorsque les compétences existent à l'extérieur et expliquer aux partenaires sociaux que c'est pas pour déshabiller l'université de ses métiers, mais c'est au contraire pour l'enrichir dans des nouvelles compétences. Ensuite, moi, je pense qu'un des leviers aussi, on est à l'université, donc on est des universitaires et on est là pour expérimenter. On en a dit, là, je ne sais pas qui a dit, ben on fait, et puis on se trompe, et puis on recommence, on implémente. Ben oui, ben c'est ça. En plus, si on ne le fait pas à l'université, où est-ce qu'on le fait? Donc, effectivement, vous pouvoir faire conduire des expérimentations, la mener, avoir une vision plus scientifique, et puis l'intégrer encore une fois dans une culture d'établissement, mais où on se fixe le résultat. Parce que si on se contente de dire, bah, voilà, très souvent l'université elle dit, ah ben oui, on a fait, on s'est donné les moyens de faire plus ou moins. Il y a qu'à faucon un peu. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Qu'est-ce qu'on a comme objectif, comme indicateur pour à obtenir? Dans le domaine de la qualité de vie, on commence à avoir quand même des enquêtes qui sont maintenant bien structurées, bien documentées, que l'on peut répéter. Vous avez des indicateurs dans votre bilan social que vous pouvez regarder, la façon dont vous publiez votre bilan social, dont vous le travaillez avec votre communauté, dont vous faites de la communication autour. Et avant, c'est des trucs qu'on cachait. Hein. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, moi, j'aurais plutôt tendance, donc, fait des flyers pour résumer le bilan social. Et je pense que c'est cette démarche-là qui, enfin, c'est différents leviers, à mon sens. Il y en a probablement d'autres qui m'échappent, mais voilà. Alors, on arrive au bout. Je vous propose de dire un petit mot de conclusion, Fabien Francou, Sébastien Lajoux et Cyril Garnier. Cyril Garnier, est-ce que un petit mot de conclusion sur ce grand sujet? On n'a pas tout abordé, évidemment, on n'a pas tout brossé. Très rapidement, et pour rebondir sur les derniers propos, je pense qu'on est effectivement à une croisée des chemins. Juste pour dire cela de façon un petit peu lapidaire, l'université ou les établissements d'enseignement supérieur aujourd'hui font de la recherche en matière de responsabilité sociétale, on théorise, les composantes forment des étudiants en matière de responsabilité sociétale et voire même envoient nos étudiants pour déployer la responsabilité sociétale dans les entreprises qui vont les recruter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a plus qu'un dernier palier à franchir, c'est mettre en œuvre ce qu'on théorise et ce qu'on enseigne. Donc on n'a jamais été aussi près, alors que la volonté est là de faire évoluer nos établissements, de véritablement franchir ce palier de l'exemplarité, parce qu'aujourd'hui, les gouvernances veulent y aller. Je pense que les personnels aussi sont en attente, et la crise a démontré, a révélé qu'il y avait cette attente. Donc, je pense que tout est là. Tout est là. Les managers sont prêts, les managers ont envie, les personnels ont envie, et les étudiants nous poussent à aller vers cette voie-là. Donc, il n'y a plus qu'à. C'est pas faucon, c'est qu'il n'y a plus qu'à. Bon, alors, Fabien Francou, vous sentez cette même appétence et urgence peut-être dans les établissements, en un mot? En tout cas, oui, c'est sûr qu'on voit bien que c'est un sujet qui prend une importance, on va dire, croissante. Et ce qui me semble vraiment intéressant et important, et qui a été un peu le fil rouge de nos échanges, c'est d'arriver à avoir une approche transversale du sujet, en fait. Et que les questions de santé au travail, elles ne s'abordent pas uniquement de manière cloisonnée en termes de prévention des risques ou de santé individuelle. Ça s'aborde en lien avec les questions de gouvernance, avec les questions de management, on en a parlé, de gestion des ressources humaines, et aussi sur le sujet du dialogue social. Et d'arriver, et d'autant plus dans la période sanitaire que l'on connaît, parce qu'elle n'est pas terminée. Et c'est pour ça que voilà, on avait fait une petite, en tout cas, on a pu dire un mot tout à l'heure sur les questions de démarche de retour d'expérience de la crise sanitaire. C'est pas, de ne pas attendre qu'elle se termine pour justement au fil de l'eau d'arriver à faire un objet commun à toute la communauté de l'établissement et toutes les parties prenantes. On en a parlé pour vraiment. Je pense que les questions de santé au travail ont toujours fait partie des préoccupations, mais je pense qu'aujourd'hui, et d'autant plus avec cette crise sanitaire, ça devient un besoin urgent à travailler.
Mais il était déjà, hein, et je pense qu'en effet, il le sera d'autant plus à l'avenir, mais vraiment en arrivant à le travailler de manière transversale et avec toutes les parties prenantes. Bon, Sébastien Lajoux, c'est un défi, hein, mais cette transversalité, en un mot, c'est le défi des prochains mois dans les établissements, d'ouvrir comme ça sur le… Comme ça a été très bien dit, on est une communauté qui… un peu un tabou, c'est-à-dire qu'on est à la pointe de la recherche, voilà, on a des étudiants qui arrivent très formés, etc. Et on se saisit historiquement peut-être peu de ces sujets-là. Donc travaillons la transversalité, elle est aussi en interne à nous, c'est-à-dire que je ne sais pas comment l'appeler, mais au-delà de ça, je pense que là on parle de défis sociétaux, hein, quand vous parlez de ça, de transversalité, c'est une méthodologie à mettre en place. Je pense qu'on a besoin de clarté, de positionnement des uns et des autres dans les processus, c'est ce que je dis, mais ça fait très jargonnant à ce niveau-là, mais c'est tellement ça en fait, c'est tellement chacun a besoin de repères, a besoin de sens à son action, et ça passe par du concret. Il n'est plus possible, je vais prendre un exemple, il faut accompagner, il faut être très clair au niveau, on parlait, je ne sais plus que c'était Eric Garnier ou Fabien, qui parlait de responsabilité de l'employeur. Par exemple, il n'est plus possible de dire, par rapport aux défis sociétaux qu'on a vus sur l'égalité femmes-hommes, que de voir des réunions qui commencent à 8h et qui terminent jusqu'à 19h le soir. Ce n'est pas normal. Ouais, des choses comme ça, il faut des actions concrètes. Et dernière chose, je pense que la transversalité, c'est surtout comment on accompagne le management, mais aussi comment on accompagne les collectifs de travail. Et de manière très concrète, je pense qu'il faut que nous, services ressources, et là je parle en tant que DRH, on soit présent lorsqu'il y a des événements importants, ou en tout cas des conduites de changement à mener au sein des structures. Un déménagement, ça peut paraître quelque chose de complètement trivial, complètement sans conséquence, mais si on n'est pas là à ce moment-là pour aider le manager, etc., à accompagner ce changement qui est vécu souvent comme un changement individuel très fort pour certaines personnes, voilà, on ne sera jamais là. Et c'est vrai que c'est une des démarches qu'on a au niveau de l'Université de Lorraine, c'est d'essayer d'avoir une offre de service au sens strict, et je vois qu'il y a des collègues qui sont sur les participants à ce niveau-là, mais que lorsqu'on saisit que c'est un changement, une fusion, mais même un déménagement, qu'on puisse faire appel à nous, travailler avec les managers et les agents sur cette conduite du changement. C'est pas forcément que sur le déménagement en tant que tel, c'est-à-dire c'est le prétexte aussi pour faire un point sur la carrière, le bien-être au travail des agents. Enfin, voilà. Soyons pragmatiques, quoi. Là, c'est un peu le message de dernièrement. Et en offre de service, je pense qu'on est un service ressource, tous les DRH, et au niveau de l'association, c'est ce qu'on essaie de développer de plus en plus pour aider nous-mêmes au niveau de l'association, aider les DRH à être le mieux possible. Voilà, c'est une suite, quoi, jusqu'à l'encadrement de proximité. Oui, ça apporte plein de questions en cascade qui pourraient nous tenir encore une heure. Mais donc, on doit s'arrêter. On a déjà dépassé de quelques minutes notre timing. Donc, vraiment, merci beaucoup à toutes et à tous, à la fois aux participants qui ont posé plein de questions, aux intervenants pour votre interactivité et pour vos échanges très, très riches. Je signale qu'il y a d'autres… la semaine prochaine, on organise toute une série justement de webinaires sur les effets de la crise et la fonction publique, donc dialogue social, télétravail, etc. Donc plus large que l'enseignement supérieur à la recherche, mais fonction publique. Donc je vous invite à regarder le programme sur l'AEF. Et puis notre prochain webinaire tendance, c'est un tout autre sujet, c'est sur la transformation des concours à la française. Et ce sera le 16 avril. Donc, je vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse. Et puis, vous recevrez plein de choses par mail. Donc, le cahier de tendance, les résultats détaillés du baromètre. Et puis, quelques dépêches, si vous ne les avez pas encore lues sur ce sujet. Vraiment, merci à tous et à toutes. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et bon courage aux confinés et aux télétravailleurs, hein, puisque nous y sommes. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.